Mais c'est quoi ce chantier? Ah, c'est rien, on jardine. Vous jardinez? Dans les arbres? Non mais ça va vite prendre forme, on fait des jardins suspendus. Ah oui? Comme à Babylone, tu connais pas? On va être les premiers jardiniers suspendus de l'histoire moderne. Non mais c'est des vieilles légendes, tout ça, ça n'a pas vraiment existé. Ah bon? Mais pourtant, sur Internet, il y a plein de blogs là-dessus. Mais faites de vraies recherches, lire des blogs en ligne. C'est que des vieilles légendes, je vous jure. Ah bon? Ouais, j'en suis pas si sûr. Je vais aller faire des recherches directement sur le site archéologique. Moi je suis sûre que ça a déjà existé, donc je vais aller me renseigner sur d'où est-ce que ça vient. Personnellement, je te crois. On sait jamais, peut-être qu'ils ont pu exister ailleurs. Je vais essayer de replacer tout ça en contexte alors. Je t'assure que c'est vrai. Regarde ce que j'ai trouvé. En fait, il y a fort longtemps, un roi que l'on nommait Nabuchodonosor, deuxième du nom, régnait sur la cité de Babylone. C'est un roi fort, riche et puissant et qui, pour le montrer au monde entier, entreprit des travaux d'une ampleur phénoménale. Ce roi avait pour épouse une femme portant le nom d'Amytis qui venait de la région de Médie. La Médie, c'est une région du nord-ouest de l'Iran actuel. Donc Amytis avait quitté son royaume afin de devenir reine de Babylone. Cependant, ce pays lui manquait. Alors, le bon roi, pour montrer à son peuple l'amour qu'il portait à sa femme, ordonna des travaux de jardin. Et dans ces jardins, on retrouvait des plantations de tout le pourtour du monde connu d'alors. Et c'est ainsi que sont nés les jardins de Babylone. Oui, mais c'est peut-être un peu trop romancé. Nabuchodonosor accède à la tête de Babylone alors qu'elle est une grande puissance. Un peu comme au poker, il a une très bonne main dès le départ. Son empire, dit néo-babylonien, est déjà surpuissant. Très tôt dans son règne, il est vainqueur des Mèdes et des Égyptiens, popularisant une image de grand conquérant, son influence gagnant toute l'Asie mineure. Mais comme tu l'as dit, il est surtout connu pour ses grands travaux d'architecture. On retient par exemple la porte d'Ishtar, une des 8 entrées de Babylone, puissant symbole de pouvoir et élément de propagande important. Par ses travaux, Nabuchodonosor veut montrer au reste du monde sa richesse qui semble infinie et les moyens techniques dont il dispose. Il représente la culture babylonienne et la met de l'avant. Il fait construire autour de sa capitale une enceinte de 18 km de long, ainsi qu'un temple dédié au dieu Marduk, protecteur de la cité. C'est également lui qui donne naissance au mythe de la tour de Babel, peu après les rénovations de la ziggourate au cœur de la ville, dont la hauteur dépassait les 100 mètres. C'est donc logique d'avoir cru que, dans sa folie des grandeurs architecturales, il avait organisé la construction de jardins suspendus au nord de la ville. Et c'est d'ailleurs un autre personnage très important de la cité qui a fait mention pour la première fois des jardins suspendus de Babylone. Son nom c'est Béros de Kos et c'est lui qui a amené à nous faire connaître qui était Nabuchodonosor II, etc. dans un de ses écrits du nom de Babyloniaca, qui veut littéralement dire « Histoire de Babylone ». Dans cette histoire, il reprend les origines du monde pour en arriver jusqu'à la Babylone d'alors. Et c'est un livre qui lui a été commandé par Antiochos Ier Socère, roi séleuide de Babylone, entre 281 entre 281 et 261 avant notre ère. Donc par le fait même, il explique à quoi ressemblaient les jardins, il les décrit de long en large. Puis finalement, plusieurs autres auteurs antiques ont continué à retranscrire sur les jardins, dont notamment Diodore de Sicile ainsi que Strabon. Je connais le premier, mais c'est qui le deuxième? Strabon, lui, est un grec qui a vécu entre 64 et 24 avant notre ère. C'est celui qui décrit le système d'irrigation des jardins dans son livre qui s'appelle Géographie.
Donc c'était un système très poussé qui prenait source dans l'Euphrate et qui mettait en action des vis hydrauliques, plus communément appelées vis d'Archimède. Théodore de Sicile, lui, il a vécu vers le 1er siècle avant notre ère, grec aussi, puis il décrit les jardins à l'effigie des amphithéâtres grecs, le tout reposant sur des piliers. Bref, ces auteurs ont contribué à ce que l'histoire des jardins traverse les siècles. Puis on peut notamment parler de Philon de Byzance qui, lui, rédige vers 225 avant notre ère un livre que l'on nomme De Septem Spectatulis, qui regroupe les 7 merveilles selon lui de son époque et de celles de ses ancêtres. Et parmi cette liste, on retrouve les fameux jardins suspendus de Babylone. Ouais. Allons voir les autres. Non, mais j'ai vu des photos de la Nabucodonosor 2 et puis il est objectivement très beau. Les mecs, ils me demandent, il y a des gens. Hey, vous deux, j'ai finalement fini mes recherches sur ce qui nous intéresse vraiment, l'histoire des fouilles à Babylone. En fait, les premières fouilles ont commencé au milieu du 19e siècle, mais elles étaient très basées sur la Bible. Donc, comme l'archéologie n'était pas très avancée technologiquement parlant, on a peu de preuves par rapport à ces fouilles-là. Les premières vraies fouilles documentées sont celles du docteur Robert Calloway. Il a effectué des fouilles entre 1899 et 1917. Lui, il a découvert une structure au nord-est du palais sud et c'était un ensemble de murs parallèles séparés en 14 petits espaces qui ressemblaient plus à des espaces de stockage ou à des pièces à vivre qu'à des jardins. Donc c'était les jardins, c'est ça? Oui, en tout cas, c'est ce que Robert pense à l'époque, malgré les avis divergents qui disaient le contraire. La structure était faite en pierre résistante à l'humidité et les murs étaient assez solides pour soutenir une structure très lourde. Donc, l'hypothèse des jardins semblait plausible. Cependant, Robert Calloway reste quand même célèbre pour avoir découvert une vraie structure qui a réellement existé, celle de la ziggourate de Babylone. Il va falloir attendre une décennie plus tard pour que l'archéologue britannique Leonard Woolley effectue des fouilles encore à cet endroit. Lui, il a découvert des trous dans le briquetage de la ziggourate et il pense qu'il s'agit d'un système de drainage ou d'irrigation pour les fameux jardins de Babylone. Mais c'est qu'une théorie bancale, je suppose. Qui sait? Mais les archéologues modernes s'accordent pour dire qu'il s'agirait plutôt de trous pour effectuer le bon séchage de la ziggourate quand elle a été construite. À partir de ce moment-là, la théorie qui prend dessus serait celle que les jardins ne seraient pas à Babylone, mais bien à Ninive. En fait, rien à voir, mais ce dont je parlais tantôt, il y a quelque chose qui cloche quand on regarde les dates. Nabucodonosor II, lui, il a régné entre 605 et 562 avant notre ère, et Péros commence à rédiger seulement vers 280. C'est quand même très postérieur. Alors, toi, tes recherches, ça avance? Je crois pas si bien dire. Parmi les cités mythiques de l'Orient ancien, certaines ont laissé un nom, d'autres une légende. Et puis, il y a Ninive, l'oubliée grandiose, celle qui, pendant un temps, a voulu rassembler tout l'éclat de l'Empire assyrien, mais qui, à force de s'élever, a fini par s'écrouler. Les murailles de la cité de Ninive s'étendaient sur environ 12 km, ce qui est, pour l'époque, à peu près aussi absurde que si on construisait un Ikea sur la Lune. On estime que la cité abritait jusqu'à peu près 150 000 habitants, ce qui est pour l'époque extraordinaire. Mais parlons de jardinage, si vous voulez bien. On raconte que le palais du roi Sénachérib, roi notaire de Ninive et amateur d'urbanisme musclé, aurait été orné de jardins qu'on peut estimer en terrasse, des constructions végétalisées élaborées sur plusieurs étages. Justement, le roi Sénachérib, en plus d'être un simple roi, s'improvisait ingénieur en chef. Il aurait fait détourner le fleuve Causer grâce à des aqueducs et un système de pompage à vis. Ce système permettait d'acheminer l'eau des montagnes jusqu'à la ville
sur des dizaines de kilomètres, préfigurant ainsi les grandes constructions hydrauliques de l'époque hellénistique, mais plusieurs siècles avant. Alors, les jardins suspendus ont vraiment existé, mais à Ninive. Oui, mais soyons précis. Ce qu'on appelle le jardin suspendu ne signifie pas que les jardins flottaient comme un Pikachu sous hélium. Ben non. Suspendu au sens ancien du terme voulait simplement dire en hauteur ou surélevé. Bref, posé sur des terrasses soutenues par des voûtes et des piliers. Une architecture végétalisée sur plusieurs niveaux, littéralement du paysagisme sur pilotis. Ce jardin n'était donc pas suspendu dans l'absolu, mais bien surélevé ou soutenu. Comme quoi, parfois, un simple mot peut entraîner des siècles de malentendus et de fantasmes. Enfin, quelque chose de logique. En plus, si on parle de construction datant du roi Sénachérib, tout prend sens. C'est un roi qui a régné en 700 avant Jésus-Christ, juste après Sargon II, connu pour avoir été un grand conquérant. C'est lui qui a conféré à l'empire néo-assyrien basé à Ninive toutes ses richesses, et son successeur, Sénachérib donc, a pris le relais. C'est donc une période florissante de l'histoire assyrienne. Des constructions monumentales sont tout à fait possibles dans un tel contexte. Je suppose que la taille était impressionnante, non? En effet, oui. On estime que les jardins auraient pu mesurer des dizaines de mètres de hauteur, construits en paliers, soutenus par des voûtes de pierre et des piliers robustes. Donc, on imagine qu'il aurait pu y avoir des palmiers dattiers, des figuiers, du myrte, des fleurs d'iris. Bref, une ambiance digne d'un tout inclus botanique pour souverains surmenés. Et pourquoi des jardins aussi extravagants? Pour simple amour de la verdure? Pour plaire à une reine nostalgique de sa montagne perdue? Peut-être. Mais surtout, pour asseoir une domination politique. Rien ne dit mieux, je suis l'empereur du monde, qu'un oranger qui pousse en plein milieu du désert. Ninive, c'était donc une démonstration de pouvoir, une ville pensée pour impressionner, contrôler, et accessoirement donner un petit coin d'ombre aux souverains entre deux conquêtes. En fait, en moins 912, la Mésopotamie entame une période de 3 siècles sous la domination de la dynastie des Sargonides. On parle alors de l'empire néo-assyrien basé à Ninive, que j'ai déjà évoqué plus tôt, qui connaîtra, après nombre d'empereurs, une expansion qu'aucun autre empire auparavant n'avait connue. À son apogée, le territoire sargonide s'étend sur l'Égypte, la Perse, l'Anatolie, le Levant et l'Arabie. C'est une vraie dynastie de conquérants. L'empire connaît également de nombreux progrès dans différentes sphères de la vie. À titre d'exemple, la médecine est profondément transformée et de nombreux traités sur les plantes et les animaux locaux voient le jour, en particulier sous Assurbanipal II, qui pendant ses conquêtes amenait toujours des scribes avec lui pour enregistrer rapidement les nouvelles découvertes. Ah, ça c'est drôle. On dirait Napoléon. C'est également pendant les conquêtes militaires qu'un nouveau culte monothéiste s'installe. La grande ville néo-assyrienne Assur, siège du culte du dieu Assur, prend de l'importance tandis que son culte se popularise auprès des peuples conquis. Les dieux locaux ne deviennent donc plus que des manifestations d'Assur, ce qui assure une plus grande unicité dans l'Empire, en plus des déportations orchestrées par le pouvoir central sargonide. Ça fait beaucoup quand même. Nouvelle religion, nouvelle langue, déportation. Personne ne s'est rebellé? Bien vu, oui. Forcément, plus l'Empire est vaste, plus il est difficile à administrer. Très rapidement, des révoltes éclatent dans tout l'Empire, et Assurbanipal II réussit à ramener l'ordre jusqu'en Égypte. Mais ses successeurs sont surmenés et finissent par perdre le contrôle. Pendant une révolte de Babylone, les Mèdes profitent de la pagaille pour prendre les villes de Ninive et Assur, les deux plus grandes villes de l'Empire. À ce moment-là, Babylone reprend le dessus sur la Mésopotamie et son hégémonie va s'installer. C'est donc la période de Nabucodonosor II qu'on connaît si bien. Non, mais de toute façon, des trucs de preuves archéologiques, ça fait tellement longtemps. Qui nous dit que c'est encore bon aujourd'hui? Je vais te prouver, moi, que l'archéologie, donc la discipline qui étudie les vestiges matériaux anciens pour expliquer et comprendre les sociétés du passé, c'est encore très pertinent et fiable aujourd'hui. Donc la première étape de l'archéologie, ça serait le repérage d'un site archéologique. Un site archéologique, ça peut être à peu près n'importe quoi, parce que c'est simplement un endroit d'enfouissement qui peut être utile pour les archéologues. Pour trouver des sites, les archéologues peuvent notamment utiliser les archives de nos prédécesseurs ou les écrits qu'ils ont laissés pour finalement retrouver des cités qui existaient avant notre ère. Comme par exemple pour la cité de Troie qui a été retrouvée grâce aux écrits de Homère dans l'Iliade et l'Odyssée. Donc après avoir fait approuver nos recherches, on commence la prospection par observation qui se base sur des indices traduisant d'une présence souterraine, comme l'anomalie dans les végétaux ou encore
la différente coloration ou texture du sol. Plusieurs méthodes de prospection sont utilisées, notamment la prospection aérienne, qui donne une bonne vue d'ensemble de tout le site archéologique. On passe ensuite à la stratigraphie, qui est la méthode qui décrit les différentes couches archéologiques selon leur forme, leur division et leur succession dans le temps, afin de recréer l'histoire de celle-ci. Pour faire simple, on creuse couche après couche afin de découvrir les différents niveaux archéologiques. On peut ainsi savoir l'histoire de toutes les différentes civilisations qui ont habité là grâce aux vestiges matériels qu'elles ont laissés. Un grand travail de conservation est nécessaire avant, pendant et après les fouilles archéologiques. C'est pour ça qu'on prend beaucoup de photos et qu'on entrepose avec minutie tous les objets qui pourraient nous être utiles. Cependant, malgré tout ce travail archéologique, Ninive reste tout de même un ample mystère. Aujourd'hui, elle repose sur les collines près de Mossoul, en Irak. Il ne reste pas grand-chose de ces jardins, seulement quelques fragments de briques, quelques bas-reliefs et une immense frustration archéologique. Qu'ils existaient ou non, les jardins suspendus de Babylone rappellent que depuis toujours, les civilisations ont cherché à construire la beauté là où elle ne devrait pas. Que ce soit entre les pierres, dans le désert ou au sommet du pouvoir, leurs légendes, plus grandes que la réalité, illustrent que les civilisations ont toujours cherché le dialogue entre grandeur et nature, entre mythe et réalité. Au revoir. Bon. Sur ce, je vous laisse. À la prochaine. À la prochaine! Bah, je vais y aller aussi, pour ma part. À la prochaine! Salut! Mais vous faites quoi? Vous avez rien compris en fait. C'est du pipeau, c'est histoire de jardin. Non, mais on n'est pas bêtes, on a arrêté. On sait. On a appris les histoires d'irrigation à Ninive. C'est incroyable. Donc là, on voulait détourner le fleuve pour faire nos propres jardins. Mais t'inquiète pas, ils seront pas suspendus cette fois.